Si on pense vraiment que ces sociétés musulmanes sont dysfonctionnelles parce qu'elles n'appliquent pas suffisamment la charia et la loi islamique, comment expliquer que des sociétés qui n'ont jamais été musulmanes pour un sou obtiennent des résultats bien plus satisfaisants sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des réalisations culturelles, scientifiques, de sorte qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de musulmans qui migrent vers les sociétés occidentales que l'inverse. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de pays à majorité musulmane dans le monde et le nombre de démocraties se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Aujourd'hui, on constate que la quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. Plus d'un musulman sur deux considère que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population totale. Vous avez un tiers des musulmans britanniques qui déclarent vouloir tuer ceux qui quittent l'islam. Vous avez une courte majorité de musulmans britanniques qui déclarent vouloir rendre l'homosexualité illégale. Il est dans l'intérêt de tous de contenir la croissance de cette religion dans nos sociétés, voire de la réduire par les moyens les plus pacifiques possibles, évidemment. C'est un combat qui est transpartisan, qui transcende le clivage gauche-droite. Bonjour Fergan Aziari. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On vous reçoit aujourd'hui à l'hôtel Mirabeau pour parler de votre dernier ouvrage, L'islam contre la modernité, dans lequel vous interrogez les rapports entre certaines interprétations de l'islam et les valeurs de la modernité. Vous êtes essayiste et chroniqueur pour le Figaro Magazine. Vous êtes connu pour vos analyses qui vont souvent à contre-courant des grands débats de société. Dans votre ouvrage, vous expliquez que l'histoire a largement oublié l'existence d'un Orient pré-islamique prospère, cultivé, sophistiqué. La Perse, Byzance, l'Égypte, la Syrie ou encore l'Arabie possédaient déjà, selon votre analyse, des traditions philosophiques, scientifiques et politiques avancées avant l'arrivée de l'islam. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer en quelques mots votre vision de cet Orient pré-islamique? En quoi est-ce que vous estimez que les récits traditionnels musulmans ont contribué à occulter, voire à déprécier cet héritage? Alors merci beaucoup pour votre invitation. Alors je me suis intéressé à l'Orient pré-islamique dans ce livre parce que d'une part, je me suis aperçu que j'avais très peu de connaissances dans un premier temps sur cette région-là, parce que, à part peut-être l'Égypte pharaonique, ces périodes, ces civilisations sont assez peu abordées dans le cursus scolaire classique. Et puis je me suis rendu compte, au fil de mon enquête, que dans le monde musulman, il y avait une véritable dévalorisation de l'héritage des sociétés pré-islamiques. C'est-à-dire que la tradition musulmane, l'historiographie musulmane, s'est efforcée de déprécier ces sociétés, de dévaloriser leur héritage, leur rapport, leur culture, leur histoire, pour mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation et à la civilisation moderne, conformément à un schéma colonial assez classique. Alors, les musulmans n'ont été ni les premiers ni les derniers à user de ce genre de méthode, mais en l'occurrence, cette réécriture de l'histoire a eu, je le crois, un effet dévastateur en Orient, parce qu'elle a persuadé les musulmans que l'islam était la meilleure chose qui finalement pouvait leur arriver, et surtout, elle a entretenu chez les peuples musulmans un profond mépris, un profond désintérêt pour ces sociétés pré-islamiques, pour l'histoire de leurs ancêtres finalement, avant l'arrivée de l'islam. Et dans ce livre, j'illustre notamment ce désintérêt en rappelant que lorsque l'on prend les plus beaux vestiges des civilisations pré-islamiques qui parsèment l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, le site de Palmyre, de Pétra, les trésors de l'Égypte pharaonique, ces trésors ont presque toujours attendu l'arrivée d'explorateurs étrangers, européens le plus souvent, pour être exhumés, pour être déchiffrés, là où les musulmans natifs ne se sont pas rués vers ces monuments, ces vestiges. Prenez par exemple les hiéroglyphes en Égypte, qui ont attendu l'arrivée d'un Français, Jean-François Champollion, pour être déchiffrés. C'est comme si, finalement, les Arabes, les Berbères, les Turcs, les Afghans avaient manifesté beaucoup plus d'intérêt, de curiosité pour l'histoire des Gaulois que les Français eux-mêmes. Voilà le genre d'anomalie auquel on est confronté. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette dévalorisation du passé pré-islamique a aussi contaminé l'imaginaire et la littérature occidentale. Je cite
par exemple le cas de Napoléon Bonaparte qui avait à l'égard de Mahomet un certain respect, qui créditait Mahomet d'avoir civilisé des Arabes supposément barbares et idolâtres avant l'islam, alors même que l'on sait aujourd'hui que l'Arabie, avant l'arrivée de l'islam, loin d'être cette terre arriérée et polythéiste que dépeint la tradition musulmane, était plutôt acquise au christianisme, avec des poches de judaïsme, ce qui explique du reste la présence de nombreuses références bibliques et néo-testamentaires dans le Coran. Et quand on se souvient en effet que le monde arabe, avant l'islam, pouvait donner des empereurs et des impératrices à Rome, pouvait donner des reines catholiques qui commandaient des troupes et qui volaient au secours de Constantinople face aux Goths quand ils n'étaient que de vulgaires barbares païens. Quand on se souvient que le monde berbère, avant l'islam, pouvait donner à la littérature latine des romanciers talentueux, quand on se souvient que l'Afghanistan, des siècles avant l'islam, produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes, j'invite régulièrement ceux qui m'écoutent à aller visiter le musée Guimet des arts asiatiques à Paris pour qu'ils s'éprennent de ces œuvres dans les salles consacrées à l'art du Gandhara. C'est quand même très difficile d'avoir en tête ces réalisations pré-islamiques pour ensuite se dire que l'islam a été un progrès pour la civilisation. Donc quand on a en tête ces réalisations, on est en droit, avec Claude Lévi-Strauss, de contester le mensonge d'un islam civilisateur, et on est en droit de penser que l'arrivée de l'islam a coupé en deux un monde qui était hier beaucoup plus civilisé. Et pour ma part, mon vœu le plus cher serait qu'un jour que les musulmans méditent ce passé pré-islamique, se souviennent de la richesse des cultures du Proche-Orient avant l'arrivée de l'islam. Et ma conviction la plus profonde, c'est que ces peuples seront sauvés le jour où ils se demanderont sur un ton nostalgique ce que serait leur existence aujourd'hui si la prédication de Mahomet avait échoué. Selon vous, qu'il serait advenu si cette prédication avait échoué? Quelle est la réponse à ça? Je pense que le monde serait beaucoup plus apaisé. Je pense que l'islam a été une force de régression anthropologique dès le 7e siècle. C'est-à-dire qu'on est parfois confronté à un argument qui voudrait que la critique de la religion musulmane aujourd'hui serait anachronique parce qu'on ne peut pas juger les époques passées avec les lunettes d'aujourd'hui, ce qui est vrai en partie. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que même au regard des critères du 7e siècle, l'expansion de l'islam fut à bien des égards une profonde régression anthropologique. C'est-à-dire que lorsque l'islam apparaît au 7e siècle, l'islam s'empare de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde. Les musulmans s'emparent d'un Proche-Orient qui était largement christianisé, qui était profondément hellénisé. Et le grand paradoxe, c'est comment finalement une religion qui partait avec un patrimoine immatériel d'une richesse incroyable, avec un patrimoine d'une richesse bien plus grande que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme, a pu connaître une trajectoire politique, historique aussi tragique. Et je pense que c'est cette question-là que nous devons nous poser de toute urgence. Vous parlez également dans votre ouvrage du terme de la Jahiliya, qui aurait contribué justement à dévaloriser cet héritage. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion qui me semble importante dans cette déconstruction? La Jahiliya, c'est en effet l'âge de l'ignorance, de la barbarie, tel que l'historiographie musulmane l'a dépeint précisément, pour dévaloriser le monde avant l'islam, et insister sur le fait que l'islam aurait été la seule source de lumière et serait venu régénérer un Proche-Orient qui aurait été jadis dans une espèce de déchéance totale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce récit de l'histoire tel qu'il a été imposé par l'islam a complètement été intériorisé aussi par les opinions occidentales. Et moi je pense que l'une des raisons de l'indulgence excessive que nous manifestons aujourd'hui vis-à-vis de l'islam vient du fait que nous avons la conviction erronée que l'islam aurait rehaussé le statut du Proche-Orient. Prenez quelqu'un comme Voltaire, par exemple. Voltaire pouvait avoir des mots très durs
contre Mahomet qu'il qualifiait de hardi et sublime charlatan, pouvait avoir des mots très durs contre le Coran qu'il qualifiait de tissu de fable, mais il disait quand même que si ce livre, le Coran, est mauvais pour notre époque, il était en revanche excellent pour ses contemporains, selon lui. Et donc vous voyez que derrière ce jugement de valeur, il y a finalement une espèce de mépris pour l'histoire du Proche-Orient avant l'islam, c'est-à-dire que l'on part du principe que les peuples du Proche-Orient avant l'islam étaient victimes d'un niveau de civilisation qui était tellement bas que l'islam, malgré ses défauts, malgré ses inconvénients, malgré quelques tares ici et là, aurait finalement constitué un progrès. Or, moi, je suis convaincu que ce n'est pas le cas, et je pense que nous serions beaucoup plus sévères et beaucoup plus exigeants, finalement, vis-à-vis des peuples du Proche-Orient et des musulmans de manière générale, si nous avions en tête précisément toutes les réalisations qui furent celles des sociétés pré-islamiques avant que l'islam ne dévitalise finalement l'héritage de ces sociétés. Oui, et je crois savoir également que c'est un terme qui a beaucoup été instrumentalisé par les groupes extrémistes islamiques qui ont utilisé ce terme de jahiliya également pour désigner les sociétés occidentales. Est-ce que c'est juste ? Pour désigner à la fois les sociétés occidentales, mais également les sociétés musulmanes qui seraient insuffisamment musulmanes. Quand vous prenez quelqu'un comme Saïd Qutb, qui est l'un des grands penseurs du djihadisme moderne, il considérait finalement que les sociétés prétendument musulmanes qui n'appliquaient pas rigoureusement la charia étaient elles aussi enfermées dans cette ère de l'ignorance et qu'il fallait finalement revivifier ces sociétés-là en revenant aux sources originelles de l'islam, c'est-à-dire que pour tous ces mouvements intégristes, fondamentalistes, revivalistes, musulmans, la décadence et le déclin du monde musulman ne s'expliquent que par le fait que ces sociétés n'auraient pas été suffisamment musulmanes. Vous voyez, c'est un petit peu comme le communisme ne marche pas, il faut plus de communisme, et donc là, pour ces prétendus réformateurs, puisque c'est comme ça qu'ils se qualifient, si les sociétés musulmanes ne fonctionnent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment musulmanes. Le problème de cette analyse, c'est qu'elle fait fi d'une question importante. Si on part vraiment, si on pense vraiment que ces sociétés musulmanes sont dysfonctionnelles parce qu'elles n'appliquent pas suffisamment la charia et la loi islamique, comment expliquer que des sociétés qui n'ont jamais été musulmanes pour un sou, en Europe, en Asie, obtiennent de bien meilleurs résultats, obtiennent des résultats bien plus satisfaisants sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des réalisations culturelles, scientifiques, de sorte qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de musulmans qui migrent vers les sociétés non musulmanes, en tout cas vers les sociétés occidentales, que l'inverse. Mmh. Et si je me trompe pas, Qutb lui-même lisait Lénine, s'intéressait beaucoup au marxisme. Vous faisiez tout à l'heure le lien avec le communisme, mais il me semble qu'il y a vraiment aussi un lien entre ces deux idéologies qui ont souvent amené à des dérives. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre ces deux idéologies qui appartiennent à deux univers qui sont assez différents. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le socialisme, dans sa version marxiste-léniniste, a exercé une certaine fascination dans le monde arabo-musulman et dans beaucoup de pays du tiers-monde. Et c'est d'ailleurs la malédiction des pays musulmans, c'est-à-dire qu'ils se sont très souvent désintéressés aux apports culturels et philosophiques étrangers, et les rares fois où ils s'intéressent à des doctrines étrangères, c'est pour prendre les pires doctrines qui ont été produites dans le monde occidental. En l'occurrence, je pense que la fascination des sociétés musulmanes, en tout cas d'une partie d'entre elles, pour le marxisme-léninisme, tient au fait que le socialisme, dans sa version, on va dire, un peu dévoyé en réalité parce que les premiers marxistes étaient très sévères quant à l'état des sociétés musulmanes. Quand vous relisez quelqu'un comme Engels qui disait que la conquête française de l'Algérie était un progrès pour la civilisation parce que le bourgeois finalement est une meilleure option selon lui que l'état de barbarie qui caractérisait selon lui la société algérienne à l'époque. Bon, il y a eu quand même un dévoiement de l'idéologie socialiste de ce point de vue-là, mais en tout cas les musulmans
ont retenu, en tout cas une partie des musulmans a retenu de l'idéologie socialiste que leur misère était principalement imputable à l'impérialisme occidental. Et donc le génie de l'idéologie socialiste, c'est qu'elle a su flatter finalement les bas instincts d'une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, et qu'elle a fourni au monde arabo-musulman un alibi pour ne pas se remettre en question finalement, en entretenant l'idée que si ce monde musulman était en retard, c'était moins en raison de ses carences qu'en raison de l'impérialisme occidental, en faisant fi donc de l'écart abyssal qu'il y avait entre l'Europe et le monde musulman bien avant la colonisation occidentale. Oui, en tout cas, vous remettez vraiment en cause l'idée selon laquelle l'âge d'or islamique serait essentiellement le produit de l'islam. C'est finalement ça, le message de votre ouvrage. Vos critiques vous reprochent parfois, je crois savoir, de minimiser la contribution réelle des savants musulmans. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? Alors, je ne nie pas que les sociétés musulmanes ont été, dans le passé, des foyers de créativité, d'inventivité. Il est évident que les sociétés musulmanes ont abrité leur part du génie humain. Mais dire que les sociétés musulmanes ont été des foyers de créativité, c'est une chose, mais c'en est une autre que d'attribuer cette créativité à l'islam en tant que système de normes et de valeurs. Et je fais souvent la comparaison avec l'Union soviétique pour tenter d'illustrer mon argument. L'Union soviétique est devenue, à juste titre dans notre imaginaire, le prototype du régime dysfonctionnel. C'était un régime criminel, gouverné par une idéologie tout à fait criminelle, et pour autant, peut-être serait-il un peu réducteur de réduire l'histoire de l'URSS au goulag, dans la mesure où il y avait aussi en URSS des gens brillants, des scientifiques, des artistes, des musiciens, des poètes, des écrivains ou que sais-je. Mais je pense que personne ne serait assez fou pour attribuer, par exemple, le talent d'un Shostakovich, le talent d'un Sakharov, le talent d'un Solzhenitsyn au système soviétique en tant que tel, car sans être de grands soviétologues, on est tous à peu près conscients que si la Russie n'avait jamais déclenché la révolution d'octobre et s'était dotée d'institutions beaucoup plus libérales et démocratiques, que la création littéraire, scientifique, aurait été beaucoup plus florissante. Alors peut-être que Solzhenitsyn n'aurait pas écrit l'archipel du Goulag, mais en tout cas la création littéraire aurait pu s'épanouir davantage. Eh bien, j'applique à l'islam le même raisonnement. Et donc qu'il y ait eu des génies en terre d'islam, c'est incontestable. En revanche, la question que je pose, c'est la suivante. Pour un Averroès, pour un Ibn Khaldoun, pour un Avicenne que le hasard a placé dans le monde musulman, combien d'autres Avicenne, combien d'Averroès, combien d'Héloïse, d'Abélard, combien de Léonard de Vinci, combien de Raphaël, combien de Voltaire, de Diderot, de Marie Curie, d'Einstein ont-ils été méthodiquement assassinés sur les bancs de ces lieux d'abrutissement qu'on appelle les écoles coraniques. Et je pose d'autant plus la question que le Proche-Orient, encore une fois, n'a pas attendu l'arrivée de l'islam pour être un important foyer de science et de culture, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque l'islam débarque au Proche-Orient au 7e siècle, les musulmans s'emparent de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde, et dans ces conditions, enfanter Averroès, enfanter Avicenne Ibn Khaldoun, c'était la moindre des choses. Et donc ce qu'il faut se demander, c'est comment une religion qui partait avec autant d'avantages a fini par connaître une trajectoire aussi déplorable. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour chaque génie qui est né dans le monde musulman, eh bien, il faut pleurer les génies 100 fois plus, 1000 fois plus nombreux qui auraient vu le jour si le Proche-Orient, si l'Afrique du Nord était resté dans le giron gréco-romain, perse, syriaque, autrement dit, si les conquérants arabes s'étaient fondus dans les civilisations indigènes au lieu de les remplacer. L'autre écueil de la notion d'âge d'or islamique, c'est que cette notion fait fi du fait que les non-musulmans ont contribué eux aussi de manière décisive à l'épanouissement des arts, des sciences, des lettres dans le monde musulman, qui n'était pas exclusivement musulman, surtout au 1er siècle de l'islam, puisque la civilisation omeyyade et abbasside était en réalité une civilisation multiculturelle, multiconfessionnelle. On sait par exemple qu'en Syrie et en Haute-Mésopotamie, les chrétiens sont restés majoritaires
quasiment jusqu'aux premières croisades, que les juifs, que les chrétiens ont joué un rôle décisif dans l'épanouissement des arts, des lettres et des sciences, que c'est par exemple aux chrétiens syriaques qu'on doit majoritairement la traduction des sciences grecques en arabe, cette période de traduction qui a fait la réputation des Abbassides. Et le critère confessionnel ici importe, puisque les chrétiens syriaques faisaient partie de ces communautés qui maîtrisaient à la fois l'araméen, le grec et l'arabe, là où les savants musulmans, à quelques exceptions près, ont toujours été très réticents à l'apprentissage des langues occidentales comme le grec, le syriaque, le latin ou que sais-je, et ceci jusqu'au XVIIIe siècle, puisque avant le XVIIIe siècle, très peu de savants musulmans ont jugé utile d'apprendre une langue, en tout cas non musulmane, entre guillemets. Donc, accréditer l'islam des réalisations scientifiques et culturelles qui se sont faites en dépit du système musulman n'a pas beaucoup de sens, et ceci d'autant plus que les non-musulmans ont joué un rôle décisif dans l'éclosion de ces disciplines scientifiques. Oui, et vous dites également que certaines sociétés pré-islamiques accordaient aux femmes davantage de liberté économique, juridique, politique que ce que laisse entendre le récit traditionnel actuel musulman. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce point? Est-ce que vous avez des exemples historiques concrets en lien avec ça? Alors, quand il s'agit des droits des femmes, aujourd'hui, on constate que la quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme, le classement de l'ONU, de l'OCDE, du Forum économique mondial. Et très souvent, pour dédouaner l'islam de sa responsabilité, on entend des propagandistes de l'islam nous expliquer que tout ceci est parfaitement contingent, que le message de l'islam en réalité serait parfaitement féministe, parce que la condition des femmes aurait été rehaussée par la prédication de Mahomet. Or, ce que montre l'archéologie notamment de l'Arabie et du Proche-Orient ancien, c'est qu'avant l'islam, la condition des femmes n'était pas celle qui est décrite notamment par l'historiographie musulmane, qui nous explique qu'avant l'islam, les femmes n'avaient aucun droit, ne pouvaient pas hériter, que les petites filles étaient systématiquement enterrées vivantes. On recense dans le monde arabe, avant l'islam, des femmes qui accèdent au statut de reine. J'ai parlé par exemple de la reine Mavia qui était une reine catholique. Et de même, aujourd'hui, les éléments archéologiques nous laissent entrevoir un monde où les femmes pouvaient conduire des transactions immobilières, pouvaient être propriétaires de leur commerce. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a là aussi une contradiction dans les sources musulmanes elles-mêmes, puisque la première épouse de Mahomet, Khadija, est elle-même dépeinte comme une commerçante prospère, propriétaire de son fonds de commerce, dans une Arabie prétendument barbare, illettrée, idolâtre et profondément misogyne. Donc même les sources musulmanes finalement sont assez contradictoires et ne parviennent pas à s'accorder sur l'image qu'elles veulent donner de l'Arabie pré-islamique, parce que encore une fois, comme le dit très bien l'historien Christian Robin, il ne s'agit pas pour les traditionnistes musulmans de faire œuvre d'histoire, il s'agit davantage d'apologétique, de propagande, de mieux valoriser l'épopée islamique, si on peut l'appeler ainsi, ce qui implique de dévaloriser ce qu'il y avait avant. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut désormais se poser la question de comment expliquer que le système musulman soit autant tortionnaire, écrase autant les sociétés. Comment est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que le problème réside principalement dans les textes sacrés eux-mêmes, ou est-ce que c'est un dévoiement, quelque chose qui s'est détérioré avec le temps? Alors déjà, si on veut dresser un état des lieux, il faut rappeler aujourd'hui que le monde musulman est en deçà de tous les standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés civilisées, quels que soient les indicateurs politiques, économiques, sociaux que l'on prend. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de pays à majorité musulmane dans le monde, et le nombre de démocraties, et a fortiori de démocraties libérales en terre d'islam, se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent ce qu'on appelle l'ère culturelle islamique, seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus libres
que la moyenne mondiale. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam. Et donc, lorsqu'on dresse ce constat, l'objection à laquelle on est très rapidement confronté consiste à nous dire « oui, bon d'accord, ce n'est pas très brillant, mais ce n'est pas imputable à l'islam en tant que tel ». C'est-à-dire que l'islam est la seule idéologie dont on ne cesse de sous-estimer l'emprise sur les sociétés gouvernées par cette religion. Et ceci est d'autant plus paradoxal que nous vivons à une époque qui est saturée d'injonctions à la déconstruction de nos imaginaires. Alors on nous dit parfois que pour lutter contre le sexisme, il faut réformer la grammaire et l'orthographe pour égaliser les rapports entre les hommes et les femmes. On nous dit que pour lutter contre le racisme, il faut réécrire les titres des romans d'Agatha Christie, les fameux 10 petits nègres. En revanche, quand il s'agit d'interroger le poids et l'incidence politique, sociale d'une fable médiévale qui voue un culte de la personnalité, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, un prétendu prophète qui pratique l'égorgement, l'esclavage, qui autorise la pédophilie, qui fait assassiner les gens qui le critiquent, qui supervise des séances de torture, là on nous dit non, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi je perçois en effet dans cette attitude une forme de contradiction, peut-être liée à la peur de critiquer un système qui ne se laisse pas facilement critiquer, mais en effet, une religion qui a bâti à partir du 8e siècle un système juridique fondé sur les paroles, faits, gestes et même silence approbateur d'un personnage qui égorge ses opposants, c'est peut-être pas la meilleure manière d'enfanter des institutions prospères. Donc oui, il y a un lien de cause à effet entre l'islam comme système de normes et de valeurs et la difficulté du monde musulman à faire émerger des institutions respectables. Cela ne veut pas dire que l'islam aurait eu le monopole de la violence historique, ça c'est évidemment faux, aucune religion n'a été épargnée par la violence. La violence, hélas, est constitutive de l'histoire de l'humanité. Aucune civilisation ne peut se targuer d'avoir été épargnée par la violence. Maintenant, certaines cultures ont visiblement plus de mal que d'autres à embrasser ce que le sociologue Norbert Elias a appelé le processus de civilisation, c'est-à-dire un processus au cours duquel on apprend à domestiquer nos passions, nos pulsions et à adhérer à des institutions dont la fonction consiste à pacifier nos existences individuelles et collectives. Et donc toute la question est de savoir pourquoi certaines civilisations ont plus de mal que d'autres à embrasser cet élan civilisateur. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse quand on se pose cette question sur le poids des imaginaires, des systèmes de croyances, des systèmes de valeurs. Donc moi, si j'instruis le procès de l'islam, ce n'est pas pour le plaisir d'humilier telle ou telle communauté, c'est vraiment pour essayer d'interpeller l'esprit critique des croyants en question afin qu'eux-mêmes réalisent qu'ils sont les premières victimes des croyances qu'ils professent. Ernest Renan disait que les musulmans sont les premières victimes de l'islam, et je le crois très profondément, et que dans ces conditions, émanciper les musulmans de leur religion est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Si je résume, selon vous, l'islam rencontre davantage de difficultés que d'autres religions à accepter certaines valeurs modernes comme la liberté de conscience, le droit au blasphème, la séparation entre religieux et politique. Pourtant, on a quand même de nombreux musulmans aujourd'hui qui vivent dans des démocraties libérales, qui s'intègrent parfaitement, qui pratiquent leur religion sans remettre en cause ses principes. Alors, qu'est-ce que vise exactement votre critique? Est-ce que vous faites la distinction entre l'islam comme foi religieuse et l'islam politique? Vous avez raison de rappeler qu'il existe des musulmans qui sont parfaitement à l'aise avec nos valeurs, donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, dans le même panier. En revanche, il faut aussi remarquer que dans les sociétés occidentales, les musulmans forment en moyenne, et je dis bien en moyenne, la catégorie sociologique la plus réfractaire aux valeurs de la démocratie libérale. En France, par exemple, plus d'un musulman sur deux considère que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population totale.
Autrement dit, les musulmans sont bien plus perméables à des préjugés sexistes que la moyenne nationale. Plus d'un musulman sur deux en France considère que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias, contre un quart, un cinquième de la population. Ce sont les chiffres de la Fondation pour l'innovation politique. Les musulmans sont 3 fois plus enclins que la moyenne à juger que les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles. Et lors de l'affaire des caricatures, lors de l'affaire Mila, du nom de cette jeune adolescente qui a été déscolarisée en France en raison de ses critiques de la religion, on a vu aussi, au terme d'enquêtes d'opinion, que les musulmans étaient beaucoup moins enclins à accepter la liberté de conscience et d'expression. Donc s'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il faut aussi se demander pourquoi certaines communautés ont plus de mal que d'autres à accepter en moyenne les valeurs libérales et démocratiques. Et ce qu'il faut rappeler, et le point sur lequel il faut insister, c'est que ce problème n'est pas propre à la France. Malheureusement, on le retrouve dans tous les grands pays européens qui accueillent d'importantes communautés musulmanes. On retrouve le même problème au Royaume-Uni, où vous avez un tiers des musulmans britanniques qui déclarent vouloir tuer ceux qui quittent l'islam. Vous avez une courte majorité de musulmans britanniques qui déclarent vouloir rendre l'homosexualité illégale. On retrouve des préjugés similaires en Belgique, où là encore la jeunesse musulmane est beaucoup plus perméable que les non-musulmans à des valeurs autoritaires, homophobes, sexistes, antisémites et j'en passe. Et donc le grand paradoxe du débat public en Occident, c'est que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, la critique de l'islamisation de nos sociétés est régulièrement assimilée à une attitude dite d'extrême droite, alors même qu'objectivement, l'islam est l'idéologie qui produit les catégories sociologiques les plus illibérales du spectre politique français et européen. Et donc, c'est ce défi-là qu'il faut relever, au risque d'assister à l'affaiblissement de nos institutions démocratiques. Et donc le défi auquel nos sociétés sont confrontées finalement peut être formulé assez simplement. La démocratie libérale telle que les Européens l'affectionnent est le fruit d'un processus historique et anthropologique auquel le monde musulman est largement resté étranger. Et donc toute la question qui se pose à nous, c'est nos institutions survivront-elles à l'augmentation perpétuelle des parts de marché d'une religion qui est en moyenne beaucoup plus réfractaire à la civilisation moderne. Donc moi je pense que la réponse à cette question est non, et c'est pour cette raison que je dis qu'il est dans l'intérêt de tous de contenir la croissance de cette religion dans nos sociétés, voire de la réduire par les moyens les plus pacifiques possibles, évidemment, et que c'est dans l'intérêt de tous. C'est un combat qui est transpartisan, qui transcende le clivage gauche-droite. Personne n'a fondamentalement intérêt à l'islamisation de nos sociétés, ni la droite qui serait attachée à une certaine culture chrétienne, ni la gauche progressiste, parce que la cohabitation entre Mahomet et Simone de Beauvoir est un peu compliquée, ni les libéraux, parce que là encore, c'est toute la conception de l'individu autonome et libre qui s'est développée en Occident, n'existe pas dans les sociétés musulmanes où l'individu est écrasé sous le poids des traditions et de la communauté, ni les musulmans eux-mêmes, puisque c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues, et donc il s'ensuit que même eux n'ont pas intérêt à l'islamisation de nos sociétés, dans la mesure où ce processus aboutirait très certainement à la destruction des institutions dont eux-mêmes bénéficient. Oui, vous parlez de l'intérêt même des musulmans eux-mêmes. On a de nombreux pays musulmans qui connaissent des difficultés persistantes, en effet, à construire des régimes libres, pluralistes, et les mouvements religieux rigoristes que vous mentionnez ont souvent freiné les tentatives de modernisation dans ces pays. On a quand même des critiques qui vous répondraient, je pense sûrement, que vous sous-estimez le rôle du colonialisme, des guerres, des interventions étrangères. C'est des discours qu'on entend souvent dans les médias aujourd'hui. On a certains critiques qui citent par exemple les sanctions américaines contre l'Iran, qui auraient paradoxalement renforcé le pouvoir des mollahs, ou encore l'Afghanistan, l'Irak, où les ingérences extérieures ont parfois favorisé les courants les plus radicaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Comment est-ce que vous leur répondriez?
Alors, il est évident que les puissances occidentales ont pu faire des erreurs sur le plan historique. Simplement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'agentivité des sociétés musulmanes et l'inconvénient des explications qui, attribuent les dysfonctionnements du monde musulman à des facteurs extérieurs, c'est que ces explications sous-estiment précisément la possibilité pour les sociétés musulmanes d'être actrices de leur propre destin. Pour ce qui est de la colonisation, c'est en effet un lieu commun que d'attribuer le retard du monde musulman à la colonisation. Le problème de cette explication, c'est qu'elle sous-entend implicitement qu'avant l'arrivée des Européens, les sociétés musulmanes auraient été des Eldorado droits de l'homiste à la pointe du progrès. Ce qu'elles n'étaient pas. C'était des sociétés autoritaires, c'était des sociétés profondément tyranniques, qui pratiquaient l'esclavage à une vaste échelle. Et d'ailleurs, l'esclavage dans le monde musulman était tellement enraciné que les sociétés musulmanes n'ont pas été capables de produire des arguments en défaveur de l'esclavage avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent, par exemple, de cette controverse de Valladolid qui, au XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques. Il n'y a jamais eu l'équivalent d'une société civile abolitionniste comme la Société des Amis des Noirs en France, à laquelle participait un Condorcet, ou l'Anti-Slavery Society britannique. Il n'y a jamais eu l'équivalent d'un Victor Schœlcher, d'un Lavegerie, d'un Livingstone, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout à la colonisation occidentale. Ce sont les Français qui ont contraint les Algériens à renoncer au commerce de nègres tel qu'on l'appelait à l'époque en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Britanniques qui ont fait pression sur l'Empire ottoman pour qu'il renonce petit à petit au commerce d'êtres humains. Donc on ne peut pas attribuer à la colonisation des mots qui précèdent largement l'arrivée des Européens. C'est pareil sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan technologique. En 1830 ans avant l'expansion coloniale française en Algérie, le taux d'alphabétisation dans le monde musulman ne dépassait pas 3% de la population, quand il variait déjà entre 30 et 50% dans la plupart des grands pays d'Europe occidentale. Ça non plus, on ne peut pas l'imputer au colonialisme, comme on ne peut pas imputer à la colonisation le fait que les musulmans ont mis 3 siècles pour s'approprier l'imprimerie après son introduction par Gutenberg au XVe siècle en Europe. Ce n'est pas la faute de Napoléon Bonaparte si les Égyptiens ne connaissaient pas l'imprimerie avec l'arrivée des troupes françaises et ont mis 20 ans après le départ des troupes françaises pour s'approprier ces technologies. Donc l'explication par la colonisation ne permet pas aux sociétés musulmanes de faire leur autocritique et de se demander, de se poser la question de toutes les révolutions qu'ils ont ratées, les révolutions scientifiques, économiques, humanistes, philosophiques qu'ils ont manquées tout au long de leur histoire. Vous mentionnez également un autre point important dans votre ouvrage, c'est la question du salafisme, qui constitue selon vous l'un des phénomènes majeurs du monde musulman contemporain. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce point? Comment est-ce que vous expliquez l'essor de ce courant au cours des dernières décennies, justement? Alors, le salafisme, dans sa version wahhabite, originaire de l'Arabie Saoudite, est un courant qui émerge au XVIIIe siècle. Donc là encore, rien à voir avec l'expansion coloniale occidentale, c'est un débat qui est purement interne au monde musulman. Et après plusieurs tentatives ratées, ce courant va réussir à dominer, en tout cas à obtenir le statut de doctrine officielle d'un État qui est celui de l'État saoudien, qui va bénéficier de la manne pétrolière pour répandre son message aux 4 coins du monde, mais se contenter d'expliquer la domination et le succès du wahhabisme grâce à la manne pétrolière, je crois que c'est insuffisant parce que ça ne permet pas de comprendre pourquoi finalement il y a eu une demande pour cette version littéraliste et rigoriste de l'islam. Parce que vous pouvez déverser des milliards de dollars pour diffuser une doctrine, si les gens n'y croient pas, ils ne vont pas y adhérer. Et donc ce qu'on ne dit pas assez, me semble-t-il, c'est que ces interprétations rigoristes et totalitaires de l'islam bénéficiaient d'un terreau culturel favorable parce que les wahhabites se revendiquent d'une conception parfaitement littéraliste du Coran
et des traditions musulmanes. Et malheureusement, quand on examine les sources de l'islam, eh bien, on se rend compte que ces courants-là ne sont pas complètement infondé à se réclamer d'une bonne lecture des sources musulmanes. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est un Dieu prétendument bon et miséricordieux, est-il vraiment ce qu'il prétend être quand l'application littéraliste de ces préceptes aboutit à des institutions et à des valeurs aussi tyranniques? Et vous dites également que certaines formes d'immigration musulmane actuellement posent un défi culturel aux sociétés. J'aimerais aussi revenir sur ce point. Vous critiquez le multiculturalisme et vous défendez davantage l'assimilation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu pourquoi est-ce que la responsabilité de l'intégration, elle devrait reposer uniquement sur les nouveaux arrivants? Je pense qu'on pourrait vous poser cette question, vous le reprocher. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des sociétés européennes à créer des conditions d'une intégration qui soit réussie? Disons que lorsque une population migre vers une société gouvernée par des institutions de meilleure qualité, je crois qu'il est de son devoir de ne pas affaiblir la qualité de ces institutions. S'il y a aujourd'hui beaucoup plus de musulmans qui migrent vers l'Europe qu'il n'y a d'Européens qui migrent vers les sociétés musulmanes, c'est parce que la civilisation européenne a réussi à bâtir une culture, des institutions beaucoup plus épanouissantes pour leurs membres. Et donc c'est dans ces conditions-là que l'exigence d'intégration, elle pèse en effet principalement sur le nouvel arrivant et puis sur celui qui est originaire de la culture la plus fermée, la plus autoritaire. Et le drame, selon moi, c'est que beaucoup trop de musulmans peinent à tirer les conclusions logiques de leur présence en Occident, peinent à comprendre les raisons de leur présence en Occident, sont tentés de réintroduire dans les pays européens les croyances qui ont fait de leur pays d'origine des enfers sur terre. Et donc si on vient dans un pays, avec des institutions plus sophistiquées pour réintroduire ce qu'on a fui à la maison, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ni pour la société d'accueil, ni même pour ceux qui sont venus chercher dans cette société d'accueil des avantages, des droits, des bénéfices qui n'existaient pas dans les pays de départ. Vous parliez tout à l'heure de la peur que les Occidentaux ont justement à remettre en question ce système islamique musulman, avec notamment l'affaire Samuel Paty récemment. On voit qu'on a de plus en plus de pressions qui sont exercées aussi sur ceux qui ont le courage de prendre la parole. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution récente? Qu'est-ce qu'elle révèle à vos yeux de l'état de nos sociétés qui sont de plus en plus complaisants et apeurés finalement face à ce système? Cela montre que la liberté d'expression, la liberté de conscience, que l'on croyait être un acquis définitif, ne l'est pas en réalité. Et c'est vrai que les sociétés européennes se sont accommodées ces dernières décennies de nombreuses régressions culturelles, politiques, anthropologiques, là où on pensait que la liberté de critiquer les religions, les dogmes allait de soi. On s'est rendu compte avec l'affaire Salman Rushdie que cet acquis était remis en question. Et donc si elles ne sont pas vigilantes, les sociétés européennes risquent finalement de détruire en quelques décennies un processus civilisateur qu'elles ont mis des siècles à embrasser. On parlait de Salman Rushdie, on a parlé de Samuel Paty, on peut aussi prendre le cas des journalistes de Charlie Hebdo qui sont aujourd'hui tenus de travailler dans un lieu secret pour ne pas être massacrés une seconde fois. J'ai parlé du cas de Mila, cette adolescente qui a été déscolarisée parce qu'elle avait critiqué une religion. Donc moi, ces symptômes, je les identifie, je les assimile à des symptômes de décivilisation. Et je regrette en effet que nous ne prenions pas ces symptômes plus au sérieux, parce que nous sommes peut-être convaincus que nos civilisations sont immortelles. Or, ainsi que le rappelait Paul Valéry, ce n'est pas le cas. Vous estimez enfin que l'Europe doit retrouver confiance dans son héritage intellectuel, celui des Lumières, de la science, de la critique religieuse, de la démocratie libérale. Est-ce qu'on peut être, selon vous, à la fois profondément musulman et pleinement attaché à cet héritage européen, ou est-ce qu'il y a une incompatibilité de fond qu'il faudrait finalement avoir le courage de nommer? Il y a évidemment des musulmans qui sont parfaitement respectueux de nos valeurs. J'ai le sentiment toutefois que vouloir acculturer l'islam aux valeurs libérales ne se fait pas sans tension, sans contradiction, et que l'idée d'un islam libéral revient à condamner les musulmans à une dissonance cognitive insoluble. Et je pense que cette dissonance cognitive, on peut tout à fait en faire l'économie en rappelant aux musulmans que
la religion dans laquelle ils sont nés n'est pas une fatalité, qu'ils peuvent tout à fait s'en émanciper et qu'ils seront beaucoup plus à l'aise avec le monde qui les entoure, avec le monde moderne, ses avantages, pourront davantage en bénéficier s'ils s'émancipent de leur religion. Et c'est la raison pour laquelle moi je tente d'interpeller leur esprit critique finalement. Je pense qu'il faut cesser de parler aux musulmans comme s'ils étaient des enfants attardés, incapables d'entendre un discours critique. Il faut manifester à leur égard la même exigence que nous avons manifesté avec les catholiques, avec les juifs, avec d'autres courants de pensée que l'on juge à tort ou à raison problématiques, et qu'il n'y a pas plus méprisant en réalité que de partir du principe que cette catégorie de la population-là, pour une raison complètement arbitraire, serait incapable d'entendre un discours critique vis-à-vis de leur système religieux. Merci beaucoup, Monsieur Azihari, pour cet entretien passionnant au sujet de cette régression anthropologique finalement qui découle de l'islamisation de nos sociétés. Vous avez mentionné aujourd'hui de nombreux effets dévastateurs de cette islamisation. C'était un entretien passionnant sur NTD France et j'espère avoir le plaisir de vous entendre à nouveau prochainement. Peut-être à bientôt sur NTD. Merci à vous pour votre invitation.